Bonjour à tous pour ce troisième live sur deux sujets aujourd'hui. Troisième live de Agir ensemble pour Vaux-en-Velin pour la campagne des municipales du 28 juin, donc dans maintenant 8 jours. Le deuxième live aujourd'hui le troisième live va nous permettre d'aborder trois sujets. Le sujet de l'environnement et de l'écologie, le sujet du patrimoine et le sujet des grands projets de l'urbanisme. Alors, pour aborder ces deux sujets, nous avons Fabien Larcher et Christine Bertin qui vont se présenter. Et puis voilà. Bon, allez, je les laisse travailler. Merci Stéphane. Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Fabien Larcher, je suis geodète depuis 10 ans et puis donc voilà, je suis très engagé sur mon quartier bien sûr et puis sur la ville en général. Donc depuis 10 ans pour tout ce qui est effectivement protection du patrimoine bâti et puis animation, protection du patrimoine vert du quartier, voilà, plutôt du Pont des Planches, mais aussi généralement maintenant depuis 2 ans sur l'ensemble de la ville. Donc moi je suis Christine Bertin, je suis engagée aussi depuis très très longtemps sur la ville, alors d'abord en tant que du monde associatif, avec l'association Vaux-en-Velin Village où j'avais piloté pendant plus de 10 ans tout ce qui était patrimoine et principalement notre château, qui avait abouti en 2012 à une demande de classement au titre des monuments historiques. En collaboration avec Bernard Genin à l'époque, et puis j'avais essayé de faire aboutir le dossier sous Hélène Geoffroy, et en fait j'avais eu une fin de non-recevoir de sa part, elle ne souhaitait pas le faire classer. J'ai donc continué à travailler sur le patrimoine, j'ai écrit un livre aussi qui s'appelle Vaux-en-Velin, 7 petites histoires à travers les âges, et puis c'était surtout de valoriser l'image de Vaux-en-Velin et lui donner surtout des vraies racines dont on peut être fier. Et puis je suis aussi élue depuis 2014 et j'ai été en charge de l'urbanisme, ou plus exactement de tout ce qui est aménagement du territoire et de la négociation des actes de 2014 à 2016. Voilà. Très bien. Eh bien, je vais rappeler quand même les petites règles du live, comme d'habitude. Au niveau des commentaires, vous avez le droit de poser toutes les questions que vous souhaitez. En revanche, je demande de la courtoisie et de la politesse envers nos intervenants et envers le groupe en général. Et tout va bien se passer. Donc, on va passer aux questions qui ont été posées en amont. Et donc, la première est: quel est votre programme concernant l'écologie? Alors, l'écologie, c'est pour moi un terme un peu fort, mais si vous voulez, l'écologie, il faut déjà juste se rappeler que beaucoup de Vaudais, moi j'en fais partie aussi, ont déjà une fibre naturelle sur ce sujet-là, une fibre environnementale. Et en fait, on se rend compte que juste en écoutant et en appliquant cette fibre au quotidien, on se rend compte que finalement on peut faire beaucoup de choses en manière d'écologie. Vaux-en-Velin, c'est quand même un des poumons verts de la métropole. Et on se rend compte que déjà au quotidien, en travaillant en imposant des zones vertes minimum sur les projets urbains, en imposant le fait, ça rejoint le patrimoine, mais de prendre acte de l'existant pour développer des futurs projets, on se rend compte que déjà, simplement sur ces deux sujets-là, on peut tout à fait avoir une politique écologique très forte sur notre commune, sans forcément tomber dans des projets extrêmes, on va dire, comme passer en bleu à 100% toutes les cantines. Alors c'est un but aussi, mais il faut déjà, je pense, revenir aux bases avant de lancer des grands projets. Pourquoi? Parce que c'est un sujet brûlant, et plutôt que toujours partir sur des grands thèmes, il faut acter ça dès maintenant. Et pour commencer ça dès maintenant, il faut déjà commencer par la base, c'est-à-dire protéger les zones vertes, les intégrer réellement dans le développement urbain, gérer tout ce qui est écoulement des eaux, tout ce qui est isolation, tout ce qui est, pourquoi pas, un développement à l'échelle de la commune sur les installations de panneaux solaires. Voilà, c'est toutes ces choses-là. Après, bien sûr, c'est bien sûr prendre l'existence, ça veut dire protéger nos grands espaces qui sont zones maraîchères, zones de la Rise, parce que c'est quand même des grands ensembles, c'est vraiment un patrimoine vert sur Vaux-en-Velin. Peu de villes autour ont ce patrimoine-là, et c'est vrai que ça, on peut pas l'oublier et le détruire et le bétoniser. Voilà, moi ça fait 12 ans que mon association existe, ça fait 6 ans que j'en ai pris la présidence, et ça fait 6 ans que je me bats pour que du coup des quartiers entiers gardent leur âme de pavillon jardin, on va dire,
parce que ça baisse la température sur la commune, c'est agréable, on croise ses voisins, on peut jardiner, on peut voilà, vivre d'une manière naturelle sans forcément parler d'écologie extrême, quoi. Déjà, je pense que sur un mandat déjà, réussir à acter ça dans une politique municipale, effectivement, on pourra vraiment avoir on va dire un développement, une politique environnementale très forte, sans forcément tomber sur des grands ensembles. Après, pour ce qui est vraiment zone maraîchère, ce qu'on veut, nous, c'est la protéger en mettant simplement un AOP cardon. Alors, simplement non, parce que c'est quand même en fait, c'est quelque chose de crucial. Je me demande même pourquoi ça n'a pas été fait avant. Enfin, on est quand même capitaine du cardon, on n'a pas un AOP cardon, c'est quand même dingue. La seule chose qui a été faite en 10 ans, c'est on a arraché des terres, une vieille ferme. Voilà, donc c'est absurde. Le but, effectivement, voilà, c'est qu'on arrive à acter la protection de nos deux grands ensembles verts sur la ville. Donc, zone maraîchère. Alors, zone maraîchère, effectivement, nous, on aimerait la protéger par l'AOP cardon, mais aussi pourquoi pas le développer sur la partie agricole, c'est-à-dire pourquoi pas faire une option au lycée Douaneau. Je vais peut-être parler plus fort, j'ai pas trop l'habitude encore de m'exprimer en direct, je m'en excuse. Pourquoi pas développer une branche agricole sur le lycée Douaneau ou simplement un lycée agricole. Alors clairement pas demain, je vais pas vous mentir, ça se fait pas en un an, mais effectivement on travaille déjà avec la région pour effectivement pourquoi pas développer ça, parce que Vaux-en-Velin c'est aussi une terre agricole, et ça on l'oublie. Voilà. Et puis bien sûr après l'écologie, avant de parler d'écologie, il faut déjà parler de protection contre les dépôts sauvages. Donc ça effectivement ça rejoint je pense plus aussi la partie sécurité, mais il faut quand même que nos zones vertes soient couvertes pour la vidéoprotection, parce qu'on ne peut plus laisser la digue, la Rise être polluée comme ça en permanence par les dépôts. Voilà. On va te demander juste de parler un peu plus fort parce qu'apparemment on n'entend pas très bien sur le live. D'accord. Et si Christine n'a rien à rajouter, je vais juste rajouter, alors moi sur les parties d'espace vert, là qui finalement sont liées à l'aménagement du territoire, juste pour dire qu'on a voté assez récemment, il y a 2 ans de ça, un plan local d'urbanisme qui définissait en fait des zones, et en particulier on s'était opposé à ce nouveau plan local d'urbanisme parce qu'il ne faisait pas suffisamment de part belle aux espaces verts et à la maîtrise de la densification, parce que c'est aussi ça qui nous permet de pouvoir créer ces poumons écologiques, parce que c'est écrit dans le marbre. Une zone maraîchère, si vous notez que c'est une zone agricole, vous ne pouvez rien y faire d'autre. C'est ça qui est important. Mais les espaces verts, de la même façon, il faut qu'on en crée. Il n'y en a pas assez sur la ville. Il faut des aires de jeu aussi pour que les enfants puissent s'épanouir. Il n'y en a pas assez au sud. Et le sud, de façon très flagrante et de façon très officielle, n'a pas assez d'espace vert. Donc il faut en rajouter. Et je vais juste vous donner une toute petite anecdote. Quand j'ai été en charge donc justement de cette planification sur le sud de la commune, la métropole avait dit on créera une passerelle pour aller au parc de la Rise, comme ça fera notre taf d'espace vert et ça ira bien pour le sud. Non, c'est pas ça, un espace vert au cœur des quartiers pour que les gens puissent y vivre, et très clairement il n'y en a pas assez. Et puis la deuxième chose qui est liée aussi à l'écologie, c'est effectivement de faire ce qu'on appelle et c'est écrit normalement dans le PLU, il faut relier les parcs entre eux par des corridors écologiques qui servent alors d'abord d'une façon très très agréable à pouvoir se promener dans des espaces verts, mais c'est aussi écologique, c'est surtout en fait de permettre aux animaux de pouvoir circuler librement à travers des corridors, et ça c'est absolument essentiel, et il faudra qu'on revoie ce PLU et qu'on les imprime dans le marbre et qu'on les réalise surtout. Alors une petite remarque de Madame Rodet, Josette, qui dit que d'une, elle ne t'entend pas, Fabien, donc il va falloir parler beaucoup plus fort, et que Christine parle un petit peu vite, donc si tu pouvais parler un petit peu plus doucement. Je prends note. Voilà, donc on va passer à la question suivante. Y a-t-il des règles à respecter quand on habite, comme à la Taz, dans une zone classée monument historique? Alors, oui, je peux te laisser... Alors oui, ce qui se passe, c'est que la zone de la Taz, elle est en bordure de monuments historiques, donc forcément, oui, il y a forcément des règles à respecter. Après, on a vu effectivement que dans ce quartier, les propriétaires commençaient un peu à tout modifier. Alors le but d'une protection, c'est pas non plus d'inscrire un carcan, enfin non plus que les propriétaires se trouvent
pieds et mains liés et qu'ils ne puissent plus rien faire, mais effectivement, on ne peut pas faire ce qu'on veut dans un périmètre patrimonial, ça, c'est sûr. Voilà, donc tout travaux normalement demandé doit être soumis à l'approbation de l'architecte des monuments historiques. Donc, dans les faits, ça ne s'est pas fait parce qu'on a vu des choses fleurir de façon abominable. Et l'idée que j'avais eue toujours avant 2016, quand j'étais en fonction, c'était de voir avec les conseils de quartier, les habitants, pour trouver en fait un accord et construire une charte de bonne construction sur ces périmètres-là. Pour que effectivement chacun puisse s'entendre, savoir qu'il peut réaliser des travaux, mais à quelles conditions. Donc c'est souvent des couleurs, c'est des matériaux, et c'est aussi important parce que juste pour faire une petite parenthèse, l'usine TAS donc qui est classée, enfin, c'est l'aile de l'usine TAS qui est classée, est une des rares usines qui a ce patrimoine industriel puisqu'elle date de 1924. Et derrière, on a la particularité d'avoir gardé les petites cités qui ont été construites dans la foulée en même temps que l'usine par le propriétaire et les grandes cités. Et c'est un périmètre qui est extrêmement important parce que c'est toute cette histoire de 1920, comment on construisait à l'époque. Et on faisait donc à la fois l'usine, mais aussi les maisons, on faisait aussi l'église, parce que la rue de l'église, c'était la petite église construite aussi par le propriétaire, et c'était vraiment un ensemble, et c'est aussi important de faire vivre et de préserver. Et c'est aussi un patrimoine humain de Vaux-en-Velin, parce que c'était une ville dans la ville. Voilà, on a encore mais beaucoup d'habitants du sud qui sont attachés à leur... voilà, qui habitent au sud de Vaux-en-Velin et qui ont encore cette trame de l'histoire en disant nous on habitait au sud, c'est l'histoire, on avait notre ville, nos commerces, notre église, et effectivement c'est aussi le but de la protection en fait, du périmètre. De préserver du coup. Voilà, et de préserver bien sûr. Très bien. Et bien on passe à la question suivante. Que comptez-vous faire pour le château? Entre parenthèses, développement de la protection, chantier de réinsertion. Alors, je vais... donc effectivement, moi j'avais travaillé sur ce sujet, mais là en tant qu'association, sur l'insertion, on m'avait fermé la porte. J'ai pris après la délégation d'insertion, on m'a demandé de m'occuper de mes affaires. D'abord, la première chose, c'est que j'avais demandé à ce qu'un diagnostic soit fait sur ce château. Qu'est-ce qu'il y avait en urgence à faire? Il y a en particulier une des tours qui est fendue et qui risque de s'effondrer, donc il fallait qu'on fasse un diagnostic. J'avais réussi à quand même faire rencontrer avec l'équipe municipale et puis une société spécialisée qui a fait ce diagnostic. Malheureusement, je n'en ai pas eu les conclusions. Donc on sait que c'est fait et on sait que dès qu'on aura les résultats et qu'on sera élu, on procédera de toute urgence à ces travaux d'urgence. Ça, c'est la première phase. La deuxième, je maintiens, moi, qu'il faudrait faire classer ce château. D'abord parce qu'il faut qu'il ait sa trace dans l'histoire. 1325 quand même, les premières traces. Donc c'est un château qui est quand même ancien. Et puis après, c'est qu'est-ce qu'on en fait? C'est une vraie question. Alors je n'ai pas la réponse. Mais ce qui est clair, c'est qu'il faut en faire quelque chose, sinon il va s'abîmer. Moi, dans un premier temps, toujours avec l'association, j'avais créé... Parlez plus fort. J'avais créé un festival Mais Renaissance. parlez plus fort. Alors je sais qu'il y a du vent, mais on nous dit sur le live qu'on ne vous entend pas bien. Alors, est-ce qu'on peut se rapprocher en fait? Est-ce qu'on peut essayer de se rapprocher? Je sais que ça va vous embêter tous, mais si on n'entend pas, c'est un peu bête de faire. Alors qu'on ne nous entend pas. Et c'est vrai qu'on a voulu se mettre dehors, c'est plus sympa, c'est plus bucolique. Par contre, eh bien, on ne nous entend pas bien. Allez. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que, étant engagé souvent sur le patrimoine bâti de la ville, je me suis normalement inscrit aux commissions patrimoine, et effectivement déjà la première chose à faire, c'est créer des vraies commissions patrimoine où la parole des habitants est écoutée. Parce que c'est vrai que là on perd beaucoup de temps, on y va, alors effectivement on nous passe des projets, on nous propose des choses, mais finalement je vois la majorité des participants étaient comme moi en disant mais d'accord, mais c'est quoi le programme maintenant? Parce que là vous nous présentez quelque chose, très bien, ok, mais quoi derrière? Parce que si c'est pour faire des commissions, pour dire qu'on fait des commissions, ça ne sert à rien. Le but c'est, voilà, c'est demain on est aux fonctions, c'est réellement on fait une commission, mais avec un planning, avec un rétro-planning et des actions claires et précises. Sinon je vois pas quel est l'intérêt d'aller
mobiliser des gens pour dire qu'on a enfin, mobiliser les gens, ça ne sert à rien. On a quand même un château médiéval, alors une partie médiévale, une partie Renaissance, à Vaux-en-Velin. Donc moi, quand j'explique ça pour redorer l'image de Vaux-en-Velin, pour la faire vivre, pour changer, pour casser l'image de Vaux-en-Velin, on me dit mais non, mais c'est une blague, il n'y a pas de château à Vaux-en-Velin. Si, il y a un château à Vaux-en-Velin. Donc c'est comme le patrimoine vert, il faut diagnostiquer nos patrimoines et les faire grandir pour que notre ville enfin change d'image. Ça en fait partie. Et pour finir sur le chantier d'insertion, l'idée, moi, c'était de mettre un chantier d'insertion européen, d'accueillir l'été, effectivement, des gens étrangers qui viennent rénover ce château, alors aux méthodes anciennes, hein, bien évidemment, et puis derrière, qui repartent aussi avec une image de Vaux-en-Velin qui soit fondamentalement différente, et puis bien évidemment, y impliquer nos jeunes, et puis aussi leur trouver un vrai métier, parce que des métiers, des compagnons, c'est recherché, et je peux vous assurer que s'ils sont formés, ils n'auront pas de soucis pour travailler. C'est une belle expérience, personnellement je l'ai faite quand j'étais ado, alors dans mon village médiéval, mais effectivement on s'inscrivait chaque année pour refaire les prisons, le château, la maison de la ville, et effectivement on apprenait les tailles de pierre à l'ancienne, on apprenait déjà à travailler ensemble avec des étudiants italiens, des étudiants polonais, des étudiants, peu importe, mais on se... C'est une ouverture au monde. Exactement, et franchement, peu importe, hein, qu'on soit des quartiers, qu'on soit Vaudais ou pas Vaudais, c'est vraiment enrichissant de faire revivre, d'apprendre un métier et de faire revivre un patrimoine qui est un peu en ruine, hein, disons-le clairement. Hein. Donc, Très bien, et bien un beau projet en perspective. Que pensez-vous de la bétonisation sur Vaux-en-Velin? Alors ça c'est mon cheval de bataille depuis 10 ans, mais je pense Christine depuis bien plus longtemps. C'est qu'on disait tout à l'heure, il faut déjà on doit arrêter de penser que Vaux-en-Velin est un peu la soupape de construction de l'Est lyonnais, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, Vaux-en-Velin a droit aussi à avoir ses quartiers historiques, ses quartiers pavillonnaires, ses quartiers verts, et on ne peut plus comme ça passer notre temps à raser des vieilles fermes, des vieux bâtiments, pour faire des grands ensembles qui vont durer 20-30 ans et puis qui vont à nouveau tomber en désuétude. On doit, voilà, comme je disais tout à l'heure, on doit acter le patrimoine vert, on doit l'acter dans les PLU pour que des zones vertes sur chaque projet immobilier soient obligatoires, mais obligatoires sur le long terme, pas obligatoires les premières années. C'est-à-dire qu'une zone verte pour moi c'est pas un parking, c'est une zone verte. Alors qu'actuellement les zones vertes ça inclut aussi les parkings, donc forcément il n'y en a pas beaucoup. Et puis du coup, c'est du pragmatisme. Aujourd'hui tous les ans il fait de plus en plus chaud. Tous les ans, on se dit il faudrait planter des arbres, il faudrait avoir des zones vertes, mais personne ne le fait. Vaux-en-Velin, c'est une ville verte. Donc pourquoi détruire des espaces verts pour bétoniser en disant 2-3 ans après, 10 ans après, c'est dommage, il faudrait mettre un arbre en plein milieu. Non. Donc notre but, c'est effectivement de ne pas tomber dans la bétonisation et d'arrêter effectivement tous les projets pour que les promoteurs reviennent avec des projets dans lesquels ils actent déjà le bâti ancien, parce qu'on est obligé de raser absolument tout pour reconstruire. Première chose, parce qu'il faut déjà garder l'histoire de Vaux-en-Velin pour développer dans l'avenir. On ne peut pas à chaque fois raser l'histoire pour recommencer. Et surtout, il faut que dans tous les projets immobiliers, il y ait le volet, on va dire vert, le volet zone verte, pour que ce soit vivable, mais sur le long terme. Parce qu'il faut bien se dire que malheureusement, tous les étés sont de plus en plus chauds. Et moi, je le vois au Pont des Planches. On vit quand même bien mieux au Pont des Planches, qui est un quartier vert, ou ici au village, il y a un quartier vert en zone maraîchère, qu'au sud, au milieu des bâtiments. Voilà. Et Stéphanie fait remarquer très justement qu'on étouffe avec tout ce béton. Oui, alors plus largement aussi, il faut avoir une vraie vision à long terme de la ville. Et aujourd'hui, on ne peut pas se dire tiens, je mets un bâtiment là, tiens, je mets un bâtiment là. Il faut vraiment créer une cohérence. Et donc, il faut définir où est-ce qu'on met des poches où on va permettre effectivement une densification, on va dire des gros mots, et puis des poches où on va mettre effectivement des habitations plus apaisées. C'est aussi quelque part offrir sur la ville en fait une possibilité d'être en appartement dans un premier temps, mais aussi avoir la possibilité de pouvoir
vivre dans une petite maison avec un carré de jardin. Et ça, il faut pouvoir garder ce phénomène. Mais il faut pouvoir bien le maîtriser et c'est quelque chose qu'il faut définir de façon très précise et bien faire en sorte qu'il y ait une cohérence. Je vous donne juste un exemple très bête, puisque sur la ville, il y avait 4 ZAC, zones d'aménagement concerté, avec plus de 500-600 logements à chaque fois, dont celle du centre-ville et celle du Mas du Taureau. Et en fait, il n'y avait pas de cohérence. C'est-à-dire qu'ils avaient dit, tiens, par là, on va faire une corridor vers là, et au Mas, ils l'avaient dit comme ça. Et comment, en fait, on relie les deux? Mais il n'y avait pas, parce que c'était 2 services différents à la métropole qui travaillaient sur le sujet. Donc je leur avais dit, on arrête tout ça, et on repose les choses. Donc la cohérence sur comment on circule sur la ville, en voiture, ok, mais il faut qu'on définisse des grands axes, et des axes où on va juste sortir de son quartier, parce qu'il faut aussi avoir des endroits apaisés en termes de circulation. Alors, je ne parle pas des motos, mais parce que ça, on est sur la délinquance, mais ça, c'est interdit. Mais la circulation, c'est aussi un phénomène de pollution qu'il faut être capable de maîtriser, mais c'est réduire la densification et la maîtriser. Ensuite, nous, à très court terme, c'est de limiter la construction à 200 logements par an maximum. Et vu les 4 ZAC qui sont toujours en place, en fait, en théorie, nous voudrions qu'il n'y ait plus grand chose qui se fasse sur la ville. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il y a un programme, Hélène Geoffroy s'est vantée de mettre des écoles partout parce qu'on a une population qui a augmenté. On est quand même passé de 40 000 à 50 000 habitants en peu de temps. Et le problème, c'est qu'on n'a pas assez d'écoles. Et il ne suffit pas de dire, je mets 3 écoles. D'abord, elle les a pas construites, elle n'en a fait qu'une. Elle a fait des bungalows sur 2 autres. Et c'est pas un problème, c'est le travail du maire ou de la maire de gérer les écoles. C'est une obligation. C'est une obligation. Il y a pas, donc il faut qu'on arrête, il faut qu'on puisse offrir. Bien sûr, on va aller au bout des programmes des 2 écoles. On n'a pas le choix. Mais sur une ville, construire une école, c'est un projet. Alors construire 3 écoles, il y a un moment, il faut comprendre l'effort, il faut arrêter, il faut maîtriser vraiment cette densification à 200 logements maximum par an pour pouvoir être capable d'absorber cette nouvelle population, parce que les enfants, il faut bien qu'on les mette quelque part, et de préférence pas dans des bungalows. Alors il y a beaucoup de réactions sur le live, donc on va passer parfait, à 2 questions avant de prendre les autres qu'on avait prévues. Alors, attendez, on va noter. Hop. Donc Sandrine nous demande, si vous êtes élu, avez-vous la possibilité de revenir sur les permis de construire validés par la municipalité actuelle? Alors ça va dépendre des permis de construire, parce que certains sont déjà validés et commencés, donc là effectivement c'est délicat. Certains sont... Je vous donne un exemple. Non, un permis qui a été accordé, il a été accordé. Sauf que, alors c'est Bernard Jonin qui l'avait fait, donc je peux le dire, vous pouvez très bien annuler un permis de construire alors qu'il a été donné. Le promoteur fera un recours. Il y a de fortes chances qu'il gagne. 1 an après, vous avez gagné 1 an. Ou alors, si le promoteur est, ma foi, ouvert, intelligent, on peut rentrer dans des discussions et des négociations et puis voir comment on peut compenser ailleurs. Voilà. Exactement. Après, en termes d'argent, mais peut-être un autre projet. Ce qu'il faut savoir, c'est pour ça que, en fait, moi, c'est aussi mon cheval de bataille depuis maintenant 6 ans, c'est que, en fait, les promoteurs, certains, effectivement, on le voit, les projets de Madame Geoffroy au carré de soie, voilà, la bétonisation à outrance. Les gens se passent le sel par les balcons, donc voilà, ça c'est quelque chose qui est pour nous intolérable. Mais maintenant, les promoteurs ne sont pas tous forcément à cheval sur une rentabilité extrême. Oui, forcément, c'est leur métier. Mais par contre, il y a quand même des promoteurs qui sont intelligents et qui effectivement comprennent la philosophie qu'on veut mettre en place, et effectivement acceptent d'avoir une vision sur le plus long terme. Donc de faire des projets beaucoup plus à taille humaine. En fait, c'est ça qui compte, c'est l'habitat à taille humaine. Parce que quand vous êtes sur un habitat à taille humaine, apaisé, que vous croisez plus régulièrement et pas seulement de l'ascenseur, c'est un autre style de vie. Ça veut dire que déjà forcément c'est plus vert, vous avez moins de densification au même endroit, vous avez une autre relation avec vos voisins, une autre relation avec votre ville et votre quartier. C'est pour ça que vous avez des quartiers qui sont aujourd'hui encore assez calmes, quoique ces 2 dernières années c'est devenu un petit peu compliqué, mais ça c'est un autre sujet. Mais c'est vrai que voilà, quand on voit les grands ensembles, par exemple du carré de soie, du centre-ville, et les ensembles qui sont au village et au Pont des Planches ou dans les cités-tases au sud, c'est pas la même relation. Et c'est un peu c'est même pas un peu, c'est notre projet, c'est réellement d'avoir une politique d'urbanisme qui soit sur le long terme et plus sur voilà, on rase un grand ensemble, on fait R+8 et puis tout ira bien entre les écoles. Non,
Aujourd'hui, on se rend compte au sud, pour compléter ce que disait Christine, on se rend compte au sud que les propriétaires, enfin les parents qui viennent acheter des appartements au sud n'ont déjà plus de place dans les écoles. Il faut déjà en refaire une tout de suite. Donc on voit bien qu'il y a un problème. On n'a pas le choix. Le but, c'est effectivement de rééquilibrer les constructions à l'année pour que les Vaudais puissent vivre normalement à Vaux-en-Velin et mettre leurs enfants à l'école normalement à Vaux-en-Velin. Eh bien, je pense qu'on a bien répondu à la question de Sandrine et on va passer à une question du coup de Christophe qui demande si la solution ne serait pas que la municipalité acquiert du foncier par préemption ou autre pour garder la main sur l'aménagement. Alors, en théorie, oui. Après, financièrement, il faut pouvoir l'assumer. Aujourd'hui, Vaux-en-Velin est une ville qui est extrêmement endettée, en particulier sur le mandat d'Hélène Geoffroy avec une dette qui a fait plus 27%, je crois. C'est ça. Donc c'est compliqué. On va avoir des marges de manœuvre qui se réduisent, mais je suis tout à fait d'accord avec cette solution qui est probablement la plus intéressante, pour la bonne et simple raison aussi que la maîtrise du foncier, ça permet aussi d'avoir la maîtrise sur le prix du mètre carré. Aujourd'hui, si nous voulons continuer à ce que des classes populaires puissent acheter sur Vaux-en-Velin, il faut qu'on arrive à maîtriser ce foncier parce qu'on ne pourra pas avoir des prix de l'immobilier qui vont continuer à monter et sur lesquels on a une partie des Vaudais qui ne pourront pas acquérir. Et c'est bien regrettable. Ça a été, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis un petit peu engagé, enfin même vraiment engagé dans le milieu associatif, enfin dans la protection en fait, du patrimoine bâti. C'est qu'en fait on se rend compte que dans toutes les villes, on arrive à avoir des quartiers avec des grands enseignes immobiliers où effectivement tout le monde peut à peu près acheter, et puis des grosses bâtisses qui restent un petit peu de manière un peu, enfin, pas très uniforme, où là effectivement il faut avoir un budget démesuré pour pouvoir acheter. Le but à Vaux-en-Velin, en faisant une ville apaisée et à taille humaine, c'est que justement tout le monde puisse acheter une petite maison avec un petit budget, une plus grosse maison avec un plus grand budget, un petit appartement, un plus grand appartement, pour que chacun fait qu'il trouve son compte. C'est important d'avoir un partage de population important parce que c'est ce qui fait la richesse de la ville. Donc si à la fin vous avez que des grands propriétaires et puis des classes moyennes qui arrivent tout doucement, enfin tout juste à s'acheter un petit appartement, c'est pas normal déjà. Et puis c'est pas le but d'une ville. Une ville c'est un ensemble d'habitants. Donc effectivement le bétonnage, non, c'est pour ça qu'effectivement c'est pas du tout dans votre projet, quoi. J'avais un point que je voulais voir tout à l'heure, je ne me souviens plus. Mais c'était, oui, ça allait aussi avec les projets. C'était, on avait dit la revégétalisation, pardon, des espaces. Ça arrive dans 3 petites secondes. Parfait. D'abord, on prend la remarque de Josette Parfait. qui nous dit « Je suis étonnée que les pelouses vertes de l'école Langevin aient été remplacées par des espaces plastiques. Du point de vue chlorophylle, c'est pas la même chose. » Exactement. Je confirme, c'est particulièrement déplacé. Et en plus, alors pour ceux qui ne connaissent pas, il y avait effectivement de la Un très grand parc. des arbres. C'est ça. C'était extrêmement vert et c'était très 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 agréable. Mais c'est le bilan. Mais il n'y a pas de ça, hein. La plupart des espaces publics, et vous regarderez juste quand vous sortez pour aller du planétarium, c'est du corps. Vous avez une immense surface là qui pourrait être herborée en herbe. Désolée. C'est le bilan effectivement du monde actuel, c'est qu'en fait, on fait pour faire, c'est-à-dire qu'on fait comme ça, bon, voilà, on a fait un projet, mais il n'est pas réfléchi, il n'est pas pensé sur le long terme. Quel est l'intérêt de bétoniser des grands espaces alors qu'ils sont en espace vert? C'est absurde. Du coup, on va passer à la question sur la végétalisation des espaces publics ou la revégétalisation plutôt. Alors, comme je disais tout à l'heure, le point que j'ai abordé sur le début du live sur l'environnement, quelque chose qu'on promet depuis 20 ans à nos Vaudais, c'est les coulées vertes. On a parlé tout à l'heure, c'est les cheminements verts en fait entre les grands espaces. Ça, à un moment donné, il faut quand même une volonté politique de la majorité pour enfin l'acter, parce qu'effectivement, c'est un budget, c'est sûr, mais c'est un budget qui n'est pas que municipal. Donc, il y a un moment donné, il faut aussi avoir la force de ses convictions. C'est qu'on ne peut pas continuer à bétoniser, à faire des grands projets sans, comme je disais tout à l'heure, acter nos patrimoines verts, nos coulées vertes. Et une fois qu'il y a une trame qui est faite, effectivement, le but est derrière de revégétaliser. Nous, notre projet, c'est 1000 arbres sur le mandat. C'est-à-dire que c'est replanter 1000 arbres sur le mandat. Alors,
plus, c'est encore mieux. Mais si en plus, alors, je parle hors projet immobilier, hein, c'est vraiment dans les espaces municipaux. Mais en plus de ça, quand vous avez en plus bordé un PLU avec des zones vertes obligatoires, vous êtes au-dessus de ça. Très bien. Alors déjà, je vais répondre à la remarque de Sylvain Forne. D'accord. J'espère ne pas écorcher son nom. Il demande quelles sont vos propositions pour aider les commerçants et artisans locaux suite à la crise Covid. Et je vais simplement lui répondre qu'il est invité à venir mardi, vu que notre prochain live sur l'économie sur Vent-en-Velin est pour les commerçants. Exactement, il a anticipé. Eh bien, on l'invite à venir poser ses questions directement mardi. Il y aura les intervenants Fornes. Autant pour moi. Je vais quand même nous répondre parce que c'est vraiment c'est bien qu'il ait posé la question, donc je vais quand même nous répondre, c'est la moindre des choses, au moins sur une partie. Effectivement, le live sera mardi, donc vous aurez toutes les réponses mardi. Par contre, Covid ou hors Covid, déjà il y a une chose à faire sur Vent-en-Velin, c'est redynamiser les commerces, c'est leur mettre en place un système de protection propre. Ça veut dire aussi revoir la zone industrielle de l'Aris, par exemple, qui n'est pas du tout attrayante. Enfin, je me mets à la place d'un entrepreneur qui fait venir des clients, c'est quand même compliqué. Ça veut dire aussi, et ça encore une fois, c'est une erreur de notre maire en place, c'est terminer le BUE, c'est pousser pour terminer le BUE, parce que le BUE, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il arrive maintenant au Pont de la Soie. Et à l'époque, où on a été au conseil régional, c'était à elle de terminer la partie pour rejoindre la rocade. C'est pas fait aujourd'hui. Départemental, pardon, général. Excusez-moi. Conseil général. Aujourd'hui, la zone de l'Aris est moins bien desservie parce que le job n'a pas été fait. Donc il y a un moment donné, il faut finir ça pour que cette zone soit enfin, une ville avec une zone industrielle comme ça, c'est quand même un atout indéniable. Donc il faut surtout pas que alors ça c'est les grandes entreprises, mais il ne faut pas que nos entreprises et nos commerçants partent de son. C'est la même chose. Il y a un moment donné, il faut vraiment avoir une politique économique forte pour nos artisans, nos commerçants aussi, parce que nos commerçants, on a des quartiers qui n'ont aucun commerce. Voilà, et ça c'est encore une fois, c'est une volonté. Donc mettre l'accent sur les entreprises de proximité. Donc on verra ça. Et ça, voilà, Donc on verra ça mardi et apparemment il sera déjà présent, donc il a pris le rendez-vous. On va prendre la question du coup de Olga Robles, qu'on remercie d'ailleurs, qui est assez active sur nos lives en règle générale, et qui demande dans un premier temps quelles sont vos propositions sur le logement social, voire très social, ou souhaitez qu'à terme les personnes avec peu de revenus partent de Vaux-en-Velin, car pour beaucoup, il est aujourd'hui impossible de se loger sur la ville tellement les loyers, même dans le logement dit social, ont augmenté. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand on a un projet sur le long terme pour une ville à taille humaine, pour un habitat à taille humaine, vous gommez ce problème-là, ça veut dire d'office. Effectivement, je ne vais pas vous mentir, c'est pas demain. Ceux qui vous diront demain je vous fais ça, ce sont des menteurs. Effectivement, ça prend des années. Mais moi, ça fait 6 ans qu'effectivement, à mon petit niveau, j'essaye de faire ce que je peux pour ça et ça fonctionne. Je vais donner un exemple tout bête. Quand j'ai repris l'association, on avait bloqué un programme. À l'époque, c'était Grandement Habitat, qui a changé maintenant. Au bord de la Rise, vous pouvez passer, c'est au bord de la Rise, ce sont des petites maisons de couleur. À l'époque, on nous mettait une barre HLM de 60 logements. Alors, clairement, on n'est pas contre les logements HLM, ça, il faut le dire, c'est clair et net. Mais moi, je me mets à la place de la personne qui est dans une barre HLM. Il faut que ça soit vivable au quotidien, il faut que ça soit agréable à vivre. C'est pas parce que c'est un logement HLM qui doit être moche, en long, bétonné, c'est pas ça. Là, on a une association que je représente en tout cas. On a été au front, on a bloqué le projet, on a réussi à le faire devenir 19 petits logements, petits pavillons. Et si vous passez aujourd'hui, logements sociaux, c'est logements sociaux bien sûr. Et quand vous passez aujourd'hui, je pense que les gens qui sont dedans sont bien mieux que dans une grande barre entourée de béton qui était le projet de départ. Ça c'est pareil, ça c'est une réflexion sur le long terme. Il faut arrêter ces grands ensembles en disant voilà on fait du bas-coût, on les entasse tous dedans. Non, le but, et comme j'ai dit tout à l'heure, le but d'avoir un urbanisme maîtrisé à taille humaine, c'est que vous avez un petit budget, vous pouvez louer un petit appartement. Vous avez un plus gros budget, vous pouvez louer ou acheter un logement intermédiaire. Et vous avez plus de budget, vous pouvez acheter un terrain, une maison, enfin peu importe, selon votre choix. Mais le fait qu'on ait ce panel sur une ville comme ça, c'est primordial. Donc pourquoi le détruire, le raser pour faire des grands ensembles? C'est absurde. Du coup, on met l'accent aussi sur le bien-être des logements sociaux. Et la question par contre sur effectivement des loyers qui sont très très faibles, alors c'est ce que je disais tout à l'heure, le coût de la construction a tellement augmenté que quand un bailleur démolit et reconstruit, il y a beau avoir effectivement un engagement d'un loyer qui va être adapté,
il n'en reste pas moins que cela augmente et c'est vrai que ça pose effectivement de gros soucis au plus faible loyer. Alors après, c'est la vraie question, c'est est-ce qu'on ne peut pas travailler sur de la rénovation urbaine? Déjà, ça c'est la première chose qui est fondamentale. Et puis l'autre chose aussi qui est essentielle, c'est de travailler, et on en revient à l'écologie, sur des programmes énergétiques, des bâtiments idéalement à énergie positive, de façon à ce qu'au moins ils ne payent pas de charges ou très peu de charges, de chauffage et tout ce qui peut s'en suivre. Donc il y a des axes de travail sur cela. Après, pour tout vous dire, Aliade était arrivé en 2014-2015 avec un projet pour faire du logement bas coût. C'était, comment on appelle ça, c'était des containers qu'on empilait et on en faisait des logements parce que ça coûtait pas cher. Enfin, moi je suis désolée, mais faire de la construction avec du métal, avec un phénomène où quand il fait très chaud, ça tape dessus, il fait très chaud. Alors c'est probablement des containers luxe, mais moi je ne peux pas l'entendre ça. Donc il faut vraiment trouver des solutions, à mon avis, qui vont dans la rénovation énergétique très forte. Et en tout cas, nous, on fera le maximum pour aider les bailleurs sociaux à rénover énergétiquement et rénover fondamentalement les vieux logements qui restent encore à des prix abordables pour qu'effectivement les Vaudais avec des revenus qui sont aujourd'hui au RSA puissent se loger dans des conditions dignes. Ça, c'est une volonté. Et je vous confirme aussi que notre objectif est bien évidemment au maximum de garder des Vaudais sur le territoire s'ils souhaitent y rester. Et on avait eu cette idée de mettre en place une bourse au logement vaudaise. Alors ça se fait sur Décine aujourd'hui, parce que normalement, vous savez qu'il y a un gros fichier qui se fait au niveau de la métropole. On a encore signé en conseil municipal. Sauf que ça ne permet pas aux Vaudais de rester. Par contre, si on crée un service sur lequel en fait les gens veulent échanger leur appartement en disant moi je voudrais un petit peu plus petit, un peu plus grand, ou aller dans tel quartier puisque je veux rejoindre mon fils, on fait en fait finalement un passage direct et on favorise du coup les Vaudais qui peuvent rester sur place. Voilà. Très bien, eh bien je pense qu'on a... Il y avait un point tout à l'heure que j'ai oublié, alors sur la question, c'était Christophe je crois, c'est ça, sur les petits commerces et les artisans. Alors non, c'est Sylvain. Sylvain, pardon. Excusez-moi Sylvain. En fait, il y avait un point que j'ai oublié d'énoncer, c'est effectivement aussi pour aider les artisans et les commerçants, il y a une chose toute bête, alors c'est plutôt pour les artisans, mais ça rejoint la partie environnement, c'est même pas proposé, c'est faire une journée, ouvrir la déchetterie une journée par semaine pour les artisans. Parce que ce qui se passe, alors bien sûr vous avez des artisans qui n'en ont rien à faire et qui vont vider leurs déchets dans une zone maraîchère, ça ok, très bien. Il y a aussi un point tout simple, c'est que où est-ce que vous allez vider vos déchets quand vous êtes artisan? En déchetterie, mais le problème c'est que vous n'êtes pas tout seul. Le week-end c'est plein et surtout on vous fait payer. Donc il faudrait quand même que nos déchetteries, en plus à Vaud, on draine aussi pas mal de Villeurbanne, notamment les week-ends. Il faudrait quand même qu'à Vaud, on ait une journée par semaine où les artisans puissent gratuitement venir vider leurs déchets. Je pense que déjà là, vous auriez... les artisans du coup de Vaux-en-Velin ou alentour? Sur Vaux-en-Velin, la déchetterie c'est Vaux-en-Velin, on ne peut pas accueillir l'ensemble de la métropole. Vous imaginez bien la taille de la déchetterie à Vaux-en-Velin ne permet pas de... Voilà. Et ça après, ça permettrait quand même aussi de beaucoup limiter. Il y a 1000 artisans à Vaux-en-Velin, donc voilà, il faut aussi penser à eux. Je veux dire, alors il n'y a pas que les artisans, quand on parlait de petits commerces, c'est l'ensemble, mais ce point-là, effectivement, me tient à cœur parce que moi-même, je nettoie chaque année mon quartier. On se rend compte que il n'y a peut-être pas aussi que des gens qui sont de mauvaise foi. Et à un moment donné, quand vous n'avez pas de solution, vous faites quoi? Donc il faut aussi permettre aux gens de pouvoir travailler normalement. Très bien. Eh bien, c'est une très bonne proposition que Sylvain a l'air d'apprécier, en tout cas. On a une petite remarque de Sophie. Sophie que je vais inviter aussi à revenir sur le live de jeudi pour le coup, vu qu'elle concerne la sécurité et qui remarque que entre sécurité, pétard et les scooters toute la nuit, Vaux-en-Velin c'est quand même compliqué en ce moment. C'est simple. En fait, il y a un choix très simple. En fait, c'est vous voulez que ça continue, vous savez quoi faire. C'est un peu compliqué. Elle a raison, d'autant plus que nous étions tout à l'heure, juste avant de démarrer ce live, on était sur le marché du Mât, et c'est la seule préoccupation, c'est la préoccupation que tout le monde nous a fait remonter. Les gens nous ont tous posé la question, et qu'est-ce que vous allez faire? Ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus d'avoir une municipalité qui regarde, qui ne fait rien. Laxiste et absente. Chaque fois, une
police qui chaque fois répond qu'elle ne peut pas venir, qu'elle est ailleurs, mais elle est où? Voilà. Une police qui attend, municipale comme nationale, voilà, et des élus qui attendent aussi. Ils attendent quoi? Ils attendent quoi? Ils attendent de partir à Paris? Ouais, c'est ça. Bon. Quand on attend, en fait, on cautionne. Voilà. Non, Mais on en reparlera jeudi. c'est ça. On va pas C'est ça. parler de sécurité parce que c'est un sujet qui nous... C'est un sujet qui est Voilà. compliqué, donc qui est long surtout, donc on va peut-être pas prendre l'ensemble du temps du live pour ça, mais non, effectivement, c'est D'autant que le temps passe vite, parce que c'est c'est ça. 10 minutes. c'est ça. Et on a encore beaucoup de questions à C'est ça. traiter. Il y a une question Mais, sur les animaux. Oui, il y a une question sur les animaux d'ailleurs de Olga, encore une fois qu'on remercie, D'accord. de sa présence tout simplement et de sa réactivité et qui demande avez-vous des propositions sur la place des animaux dans l'espace public? Alors, comme je disais, tout ce qui est hérisson, biodiversité d'une façon générale, bien évidemment, doivent pouvoir circuler sur la ville parce que c'est aussi ça qui... parce qu'on a besoin, ça fait partie de l'équilibre aussi des choses. Ça permettra de s'occuper des moustiques tigres en particulier. Exactement. Maintenant, pour revenir, si vous faites allusion aux chiens dangereux qui effectivement monopolisent l'espace public, il y avait un choix qui avait été fait à l'époque par la municipalité que nous avions cautionné, c'était d'avoir une brigade canine Une véritable canine. qui était effectivement, du coup, en face de chiens, on mettait des chiens aussi. Mais la question, du coup, a été simple et assez rapidement arrêtée puisqu'ils sont partis. Puisque Une volonté pour une politique, raison que voilà. l'on ne savait pas, mais il semblerait qu'ils n'aient pas pu faire ce qu'ils voulaient avec les chiens. Donc ça. Mais ça, il c'est va la partie- falloir qu'on traite le problème. On a l'avantage au moins, c'est que le local de police municipale est équipé pour effectivement accueillir une brigade canine. C'est ça, mais ça vous le verrez jeudi quand on parle d'insécurité, c'est dans notre programme, effectivement, c'est réhabiliter une vraie brigade canine, mais une véritable, pas sur le papier, c'est-à-dire que quand elle fait son job, on la laisse faire son job, elle continue à faire son job, on va pas lui dire, bah non, finalement, c'est un peu... Non, voilà, il faut quelque chose qui ait du répondant. Alors, Après, c'est aussi beaucoup de prévention, c'est-à-dire que le but, c'est pas de faire que de la répression, mais il faut quand même qu'on soit à même de pouvoir répondre avec les forces nécessaires. Alors après, bien évidemment, je ne suis pas contre les chiens. En fait, Bien tout sûr. au début du live, vous n'avez pas vu, il y avait un chien qui courait dans tous Andrea les sens. essayait de tenir la caméra, mais il y avait un chien à côté de nous. Donc, Mais en fait, il est bien évidemment, chacun peut avoir un chien, chacun doit le sortir et pouvoir le promener. Par contre, pourquoi pas envisager sur un espace particulier, je sais, on ferme des endroits clos pour que les chiens puissent courir en liberté sans gêner nécessairement parce que c'est un endroit qui leur est complètement dédié. Alors Voilà. Olga avait l'air de faire une petite remarque parce qu'apparemment on ne répondait pas totalement à sa question. alors, Non pas les chiens dangereux, les chiens normaux, les espaces réservés, les sanisettes, donc Parce que on ça en revenait vient de- totalement... En fait, on en revient au départ, c'est-à-dire que si on acte nos territoires verts et nos cheminements verts, en fait, si vous voulez, on permet, comme C'est des dit parcs à Christine, chiens, voilà, je voilà, cherchais le mais terme. un parc à chiens, mais pas un parc à chiens comme on voit à Villeurbanne, vraiment dans des endroits qui sont trop bétonisés, où c'est vraiment un petit parc et les pauvres chiens, c'est même pour leur... même pour eux, c'est pas agréable. C'est vraiment pouvoir garder, quand on garde des espaces verts, on est capable de faire des véritables espaces pour les animaux, voilà, où ils puissent réellement courir, pas un parc de 10 mètres par 10 mètres. Mais ça, effectivement, on n'a pas parlé tout à l'heure, mais ça fait partie justement de la refonte en fait des cheminements et des espaces verts de la ville. Et après, donc une parenthèse, mais sur les chats cette fois, on a une prolifération des chats qui peuvent aussi véhiculer des maladies, mais il en reste pas moins que le chat est quand même un animal sociable et que tout le monde peut avoir et que l'on peut comprendre. Par contre, il est impératif d'en limiter la population et d'en maîtriser pour notamment être sûr qu'en termes d'hygiène, tout se passe bien. Donc il y avait une association qui s'est créée il y a 2-3 ans qui s'appelle les Chats Libres Vaudais et sur lesquels nous apporterons tout notre soutien. Et c'était d'ailleurs une de nos colistières que l'on soutient bien évidemment toujours. Et il va falloir l'aider au maximum et notamment mener des campagnes de stérilisation aussi des chats sauvages. Voilà. Très bien, et bien on va prendre 2 dernières questions parce que le temps passe vite, ça fait déjà pratiquement 1 heure qu'on est en direct. Donc on va... Le sujet est vaste. Et oui, le sujet est vaste et suscite beaucoup de réactions. C'est ça. Les gens sont très intéressés. Donc la prochaine question est, comptez-vous faire quelque chose avec le BUE? Et on va rappeler ce qu'est le BUE peut-être, Christine. Alors c'est le boulevard urbain Est qui avait pour vocation en fait de créer un axe qui va de Saint-Priest
et de faire un axe qui relie normalement toutes les zones industrielles, en résumé. Et elle devait, tu l'avais déjà dit, effectivement, se raccorder sur la rocade. Alors avec un inconvénient, parce que nous on n'y était pas tout à fait favorable à l'époque, c'est qu'on a peur que le jour où la rocade est saturée, en fait tout le monde se déverse et traverse Vaux-en-Velin. Donc on était un peu inquiets de cela. Il n'en reste pas moins qu'il faut pouvoir dynamiser, les zones industrielles. Donc il faut trouver un compromis entre faire ce bras qui reste et puis aller prolonger jusqu'au bout. Ensuite, sur le BUE en particulier, donc sur le tronçon qui existe déjà, qui est un 2 fois 2 voies, il est beaucoup trop dangereux. On a cumulé un nombre d'accidents assez incroyable. Je crois que la semaine dernière encore, il y avait une voiture sur le toit. Forca, on a constaté ça devant nous quasiment. Donc il y a, c'est bien, on a créé une 2 fois 2 voies, donc ça crée des incivilités pas possibles. Les gens ne respectent pas la vitesse. Et il est urgent de faire quelque chose. Alors déjà à court terme, il existait auparavant des ronds-points, puisque en fait les accidents c'est la plupart du temps au feu tricolore. Alors très bien, les gens ne les respectent pas, mais il n'en reste pas moins qu'il faut trouver des solutions et qu'il faut y mettre des ronds-points. Ensuite, il faut qu'on trouve aussi des solutions pour couper la vitesse. Donc s'il faut qu'on installe des radars permanents, pas des radars pédagogiques, on le fera. Et puis d'autre part, si on mène des campagnes de police nationale ou police municipale de verbalisation sur des vitesses trop rapides, et que si on le fait de façon très très régulière, je pense qu'on trouvera des solutions. Et pour finir, parce que c'était aussi un sujet qui était essentiel, en tout cas c'était un projet de campagne qui finalement a fait l'unanimité. Il faut faire venir un tramway à Vaux-en-Velin, et qu'aujourd'hui l'hypothèse la plus probable et la plus rapide, c'est qu'il y ait un tramway sur le BUE. Voilà. Très bien. Eh bien, on rappellera à tout le monde d'aller voir aussi le communiqué qui était extrêmement bien rédigé de Christine, qu'on remettra sur la page éventuellement juste après la fin du live. Et donc, on prend la dernière question, qui est d'après vous, quelles ont été les décisions, projets ou lacunes les plus discutables en matière d'écologie, de gestion du patrimoine ? De la majorité actuelle, bien évidemment. C'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est simple, il faut aller voir le carré de soie. Vous comprendrez, c'est-à-dire que, et pas que, parce que là on en parlait encore il n'y a pas si longtemps, on est au village, Madame Geoffroy a voulu utiliser en fait les associations pour faire à sa place finalement le travail de recherche et d'archives, on va dire, patrimoniales. Et le problème c'est quand on ne croit pas à ce qu'on fait, quand on fait ça pour dire de le faire, on ne le fait pas bien. Et en fait, beaucoup de bâtiments remarquables n'ont pas été protégés. Encore là, une ferme, je crois que c'est Avenue Georges Sand, je crois. Non, c'est Marcelin Berthelot. Va être détruite. Paul Marcelin, ouais, qui va être détruite. En fait, on rase le bâtiment. C'est la rue Georges Rouget, excuse-moi. Georges Rouget, s'il vous plaît. Ouais. En fait, on rase l'existant, on rase le patrimoine pour faire du béton. Et effectivement, pour moi, c'est le pire qui s'est passé pendant le mandat. Alors bien sûr, on ne parle pas de sécurité, ça, on se rend compte dans tous les quartiers que depuis 6 ans, c'est l'escalade. Ça, c'est autre chose, on en parlera jeudi, mais pour tout ce qui est effectivement environnement et urbanisme, c'est devenu compliqué, quoi. Et puis pour finir, moi c'était juste sur la zone maraîchère. Il existait un projet qui avait été initié à l'époque par Bernard Jonin, donc l'ancienne majorité communiste, qui s'appelait les Terres du Velin, sur lesquelles en fait il partait d'un constat: nous n'avions plus de maraîchers, nous n'avions plus d'agriculteurs, qui sont vieillissants. On en avait 100 au début du siècle, il en reste 6 ou 8 je crois de mémoire. Dont encore quelques-uns qui vont partir bientôt à la retraite, et il était urgent de retrouver d'autres maraîchers. Mais le coût de l'immobilier était trop important, d'où ce projet qui était finalement que la mairie achète une ferme, et puis du coup il y héberge 1, 2 ou 3 maraîchers, qu'il y ait des endroits pour qu'ils puissent poser leurs tracteurs et leurs affaires, et qu'ils du coup puissent produire à des coûts acceptables. Malheureusement, en fait, Hélène Geoffroy, sur 6 ans, n'a absolument rien fait.
Et pourtant, c'était quelque chose qui était en partenariat avec la mairie de Dessines, qui eux étaient quand même bien plus avancés, mais n'ont jamais eu aucun retour. Donc je crois que ça va se faire à Dessines, mais avant à plein. On attend toujours. C'est pour ça On attend le 28 juin, du coup. C'est ça, on attend le 28 juin. Non, le plus gros, ce qui pour moi est la plus grosse, on va dire, sur le mandat, c'est l'urbanisme qui n'est pas maîtrisé du tout en fait. C'est-à-dire que voilà, les projets arrivent, en fait, il n'y a pas de cohérence. Il n'y a pas de cohérence. En fait, donc en amont déjà, il n'y a pas de réflexion globale sur la ville. Donc forcément, quand les projets arrivent, du coup, on gère. C'est géré un peu comme je te pousse, c'est géré comme ça, en disant bon, on met un peu de trucs, et le problème c'est que voilà, on n'est plus maintenant dans les années 70, en fait, on ne peut plus créer des grands ensembles comme on faisait à l'époque. Maintenant, il faut penser, encore une fois, un habitat à taille humaine. Voilà. En fait, le problème c'est que Vaux-en-Velin a fait ses erreurs dans le passé, mais visiblement Madame Geoffroy, qui est quand même en politique sur Vaux-en-Velin depuis 20 ans, donc elle n'est pas arrivée hier, elle n'a pas retenu les leçons, quoi. Donc il y a un moment donné, il faut aussi, c'est simple, si vous voulez que ça change, il n'y a pas 36 solutions, quoi. On va laisser les gens utiliser les baudets pour monter à Paris, hein, et puis on va reprendre effectivement en main la gestion de notre ville. Très bien. Voilà. Eh bien, on peut remercier tout le monde et dire au revoir et à mardi. Beaucoup. À mardi. Merci beaucoup.